Le problème pour nous en ce moment est que nous voulons parler à Xi Jinping, mais Xi Jinping a perdu beaucoup de pouvoir récemment. Et cela signifie tout d'abord qu'il ne peut pas établir une sorte de relation raisonnable avec les États-Unis parce que cela le fait paraître faible. Mais il est aussi possible qu'il n'ait plus l'autorité pour agir ainsi. La Chine manque d'options. Leur économie est aussi faible que l'eau de pluie. Leur économie en ce moment ressemble à quelqu'un. Lorsque les États-Unis et la Chine ont convenu d'une pause de 30 jours pour leurs tarifs, il semblait que le Parti communiste chinois avait survécu au pire. Si vous suivez cette chaîne, vous savez que la situation en Chine était désespérée. Des usines fermées, des gens étaient licenciés, et la situation économique allait à volo. Mais il semble que le Parti communiste chinois agit comme à son habitude, violant les accords auxquels il a consenti. C'est ce que le président Trump a tweeté il y a juste 2 jours. Il y a 2 semaines, la Chine était en grave danger économique. Les tarifs très élevés que j'ai dit ont rendu pratiquement impossible pour la Chine de commercer sur le marché américain, qui est de loin le numéro 1 dans le monde. Nous sommes en effet entrés en rupture brutale avec la Chine, et cela a été dévastateur pour eux. De nombreuses usines ont fermé, et il y avait, pour le dire doucement, des troubles civils. J'ai vu ce qui se passait, et je n'ai pas aimé ça. Pour eux, pas pour nous. J'ai conclu un accord rapide avec la Chine afin de les sauver de ce que je pensais être une situation très mauvaise et je ne voulais pas voir cela se produire. Grâce à cet accord, tout s'est rapidement stabilisé et la Chine a repris ses activités habituelles. Tout le monde était content, c'est la bonne nouvelle. La mauvaise nouvelle est que la Chine, peut-être pas surprenant pour certains, a totalement violé son accord avec les États-Unis. C'est donc fini d'être monsieur gentil. Je dirais que les spectateurs de cette chaîne n'ont pas été surpris par cela. C'est un fait. C'est la façon de faire du Parti communiste chinois. Déjà en 2019, lorsqu'ils ont accepté un accord, c'est exactement ce qu'ils ont fait. Ils n'ont pas vraiment respecté tout ce qu'ils avaient accepté, parce qu'ils savaient qu'il n'y aurait pas de répercussions. Mais cette fois-ci, c'est différent. La Chine est déjà confrontée à une situation économique très grave. Et la guerre tarifaire n'a fait qu'aggraver la situation. En fait, il y a plus d'1 mois, nous avons été les premiers à signaler que la Chine risquait de s'effondrer. Vous pouvez voir cela sur votre écran en ce moment. Et ensuite, devinez quoi ? Juste quelques semaines après cela, cette histoire a atteint le grand public, et nous avons même eu le président qui en parlait. Si je n'avais pas fait ça, si je n'avais pas conclu cet accord avec la Chine, je pense que la Chine se serait effondrée. Nous n'allions pas céder, nous n'allons pas céder. Il se serait effondré. Vous savez, notre pays a beaucoup d'esprit. Et vous savez pourquoi? À cause du 5e novembre. Parce que notre pays a retrouvé son esprit. Donc, pour continuer à voir des reportages dont les médias traditionnels n'osent pas parler, n'oubliez pas de cliquer sur j'aime et de vous abonner ci-dessous. Mais malheureusement, même une situation aussi grave que celle-ci n'a pas suffi au Parti communiste chinois pour tenir les promesses qu'ils avaient faites lors des négociations. Résumons rapidement ce qui a été convenu lors des négociations avant de continuer. Le point clé de notre discussion est l'ouverture de la Chine. Ils ont accepté de le faire, mais cela prendra du temps pour le formaliser par écrit, ce qui n'est pas une tâche aisée. Cependant, c'est l'élément essentiel pour moi. Certaines personnes seraient en désaccord. Certaines personnes diraient que nous gagnons beaucoup d'argent avec les tarifs ou quoi que ce soit. Mais vous savez, surtout lorsque vous ajoutez ce que nous avons déjà. Parce que souvenez-vous, nous obtenons déjà les 50% sur l'acier et différentes choses. Cela n'est pas inclus dans ces chiffres. Vous pouvez ajouter cela, mais l'ouverture est le plus important pour moi. Entrer et concurrencer la Chine serait fantastique pour nos entreprises. Cela créerait de nombreux emplois en Chine. Ce serait à un moment où ils peuvent vraiment utiliser les emplois, à mon avis. C'est précisément de cela dont nous parlons. C'est donc un élément crucial à ajouter. Donc, quand Scott, je l'ai vu parler l'autre jour, et je pense qu'il ne voulait pas le dire, mais j'ai dit, c'est OK de le dire. Regarde, si nous ne l'obtenons pas, nous ne l'obtenons pas. Mais si nous ne l'obtenons pas, ce ne sera pas une chose positive. Mais si nous l'obtenons, ce sera probablement l'événement le plus important à ce jour. Parce que si vous y pensez, nous avons ouvert notre pays à la Chine. Ils viennent. Nous n'avons que très peu de restrictions. Ils n'ont jamais ouvert leur pays à nous, ce qui n'a aucun sens et n'est pas juste. Par contre, ils ont accepté d'ouvrir complètement la Chine. Et je pense que cela va être fantastique pour la Chine. Je pense que cela va être fantastique pour nous. Je pense que cela sera formidable pour l'unification et la paix.
La Chine suspendra et supprimera tous ces obstacles non monétaires comme convenu. Eh bien, ils sont très nombreux. Mais encore une fois, pour moi, la chose la plus importante qui ressort de cette réunion est qu'ils ont accepté. Ils ont accepté d'ouvrir la Chine. Il faut maintenant le mettre sur papier. C'est ici qu'il est important de souligner que c'était l'une des choses les plus importantes qui a été convenue lors de la négociation en Suisse qui a eu lieu il y a 2 semaines. L'autre chose qui a été convenue, c'est que les négociations continueront. C'est exactement pourquoi nous avons eu une pause de 30 jours sur les tarifs. Nous n'avons pas entièrement supprimé les tarifs, mais plutôt mis en place une pause de 30 jours. Nous négocierons davantage sur un accord à long terme et la Chine ouvrira ses marchés. C'est là que nous devons nous rappeler que la Chine n'est pas comme les États-Unis. Et je suis sûr que vous vous dites déjà, bah, nous le savons déjà. Mais cette distinction a été clairement établie dans leurs entreprises. Vous voyez beaucoup d'entreprises chinoises, surtout les plus rentables, qui ne sont pas vraiment détenues, publiquement ou privément. Quand je dis détenues publiquement, je veux vraiment dire qu'elles ne sont pas vraiment sur le marché boursier chinois, ou qu'elles ne sont pas détenues par des citoyens chinois. Elles sont détenues par les États. Et en retour, les officiels du Parti communiste chinois reçoivent beaucoup de l'argent que ces entreprises gagnent. Cela signifie qu'ils ne veulent pas vraiment que les entreprises américaines viennent en Chine et fassent concurrence. Parce qu'en fin de compte, cela ne fait pas seulement mal aux entreprises chinoises. Cela fait directement mal aux poches des officiels du Parti communiste chinois qui profitent de ce marché fermé. Les États-Unis essaient de forcer la Chine à ouvrir le marché. Mais le Parti communiste chinois ne veut pas vraiment le faire parce qu'ils sont incités à garder le marché fermé. Et les problèmes ne s'arrêtent même pas là. Vous voyez, lors des négociations, la Chine a également accepté de lever toutes les autres mesures de rétorsion qu'elle a prises pendant la guerre des tarifs. Parce que les États-Unis n'exportent que pour environ 140 milliards de dollars de marchandises vers la Chine, tandis que la Chine exporte pour environ 450 milliards de dollars de marchandises. Cela signifie que si les États-Unis imposent un tarif de 125% sur tous les biens que la Chine envoie aux États-Unis, c'est un coût beaucoup plus grand que la Chine imposant un tarif de 125% sur les biens que les États-Unis envoient à la Chine. Pour riposter, la Chine imposait non seulement des tarifs, mais s'attaquait aussi à des industries stratégiques, comme les terres rares. Nous en avons déjà beaucoup parlé sur la chaîne. Mais la Chine a une sorte de monopole sur le raffinage des terres rares. Lorsque les tarifs ont commencé, la Chine a pratiquement cessé d'exporter des terres rares vers les États-Unis. Mais lors des négociations et de la pause de 30 jours, la Chine a accepté de lever toutes les restrictions sur les terres rares. Et donc aujourd'hui, avec cet accord, nous convenons que notre taux de tarif réciproque descendra à 10% du côté des États-Unis, donc il descend de 115%. Nous entrons dans une trêve de 90 jours pour les négociations, à laquelle la Chine et les États-Unis sont très engagés. Et les Chinois de leur côté descendent également de 115% à 10%, et ils suppriment les contre-mesures qu'ils ont en place. Pour être très clair, d'autres mesures que les États-Unis ont mises en place par le passé, qu'il s'agisse de mesures tarifaires de 2018 ou depuis de tarifs en vertu d'autres autorités légales, de tarifs liés au fentanyl, ceux-ci restent inchangés pour l'instant pour décider. Je vais juste faire un point, c'est que les Chinois et les États-Unis ont convenu de travailler ensemble de manière constructive sur le fentanyl, et il y a aussi un chemin positif pour cela. Mais il ne semblait pas que la Chine tenait cette promesse. Dès le début de la guerre tarifaire, le Parti communiste chinois a modifié leur système. Ils ont dit que toute entreprise en Chine qui souhaite exporter des radars doit obtenir l'approbation des autorités. Après le début de la trêve, on pensait que la Chine autoriserait toutes les entreprises américaines souhaitant exporter des terres rares. Mais ce n'est pas le cas. Il semble que les autorités retardent l'approbation des entreprises américaines, malgré l'accord du Parti communiste chinois de les approuver. Voici plus de détails à ce sujet. La Chine ne se débarrasse pas de ses contrôles sur les terres rares, malgré la trêve commerciale avec les États-Unis. Le système introduit en avril n'interdit pas totalement les exportations, mais nécessite une approbation gouvernementale pour chaque envoi. Cela a entraîné des retards de plusieurs semaines pendant que les entreprises s'ajustaient au nouveau système, suscitant des inquiétudes dans de nombreux secteurs américains, de l'automobile à la défense. Les approbations sont accordées selon la règle une batch, une licence, ce qui signifie qu'un nouveau permis est nécessaire pour chaque envoi et ne peut pas être réutilisé. La Chine a retiré 28 entreprises américaines de sa liste de contrôle des exportations.
Ces entreprises aérospatiales et de défense peuvent désormais accéder aux matériaux à double usage de Chine, et leurs fournisseurs chinois peuvent demander des licences d'exportation pour les aimants en terres rares. Mais il reste à voir si Pékin accordera finalement des licences aux entreprises de défense américaines. Les contrôles à l'exportation de terres rares de la Chine visent spécifiquement l'industrie de la défense américaine, et il est peu probable que la Chine revienne sur cette décision. Seth Thomas Kumar, directeur de la société de chaîne d'approvisionnement en minéraux et métaux, basée à Singapour, Ginger International Trade and Investment. Clairement, c'est une affaire importante, car c'est l'une des choses les plus importantes auxquelles la Chine avait accès, et elle l'utilise comme levier lors des négociations commerciales. Mais maintenant, elle a accepté quelque chose, et elle ne le remplit pas vraiment, se cachant derrière le voile de la bureaucratie. La Chine prétend que les approbations sont simplement retardées pour tout le monde, et c'est pourquoi les entreprises américaines ne sont pas approuvées, alors qu'en réalité ce n'est probablement pas le cas. Et la raison pour laquelle je dis cela n'est pas parce que nous ne faisons tout simplement pas confiance au Parti communiste chinois, c'est aussi parce que la Chine ne remplit pas d'autres parties de l'accord, aussi. Donc quand vous mettez tout cela ensemble, cela semble être une tentative délibérée de simplement retarder. La Chine a accepté de continuer à négocier sur un accord à long terme, mais il semble que les négociations aient calé. En fait, la situation est devenue si mauvaise que le négociateur en chef, Scott Bessent, le dit publiquement. Écoutez-le vous-même. Qu'en est-il spécifiquement de la Chine ? La situation a évidemment débuté différemment là-bas. Comment caractérisez-vous les discussions actuelles ? Je dirais qu'elles sont un peu au point mort. Je crois que nous aurons d'autres discussions avec eux dans les prochaines semaines. Et je crois qu'à un moment donné, nous pourrions avoir un appel entre le président et le président du parti Xi. Donc bloqué, mais il y avait un moment où le président pensait que ça avançait assez significativement. Encore une fois, je pense que, étant donné l'ampleur des discussions, étant donné la complexité, cela va nécessiter que les deux dirigeants se consultent mutuellement. Ils ont une très bonne relation. Et je suis confiant que les Chinois viendront à la table lorsque le président Trump fera connaître ses préférences. Cela peut paraître inhabituel. Pourquoi le Parti communiste chinois retarde-t-il les pourparlers, alors que c'est vraiment la Chine qui a besoin de négocier un accord commercial ? Parce que sans les États-Unis, il n'y a pas d'économie chinoise. Il y a 2 jours, nous avons publié une vidéo exposant le problème de dépenses de la Chine. Les citoyens chinois ne dépensent qu'environ 38% de leurs revenus, ce qui est l'un des plus bas au monde, tandis que les citoyens américains dépensent environ 70% de leurs revenus. C'est exactement pourquoi les producteurs chinois veulent, ou je suppose, ont besoin d'accéder au marché américain. On pourrait penser que le Parti communiste chinois serait prêt à négocier et essaierait de conclure rapidement un accord commercial. Alors, pourquoi font-ils de la résistance ? Eh bien, si vous suivez la Chine depuis longtemps, vous pouvez voir ce schéma qui se répète depuis 2018 lors de la première guerre commerciale entre l'administration Trump et le Parti communiste chinois. Et la même chose se produit maintenant. Xi utilise des tactiques de négociation chinoises standards, laissez-moi expliquer. D'abord, il temporise. Il vous a proposé de supprimer les tarifs, et nous commençons à négocier. Il veut faire traîner cela jusqu'au prochain gars. Trump reconnaît probablement cela depuis la première radio de chèvre et n'achète pas dans la tactique de retard et d'extension. Rappelez-vous que l'accord commercial de phase 1 de 2020 a été conclu vers la fin du premier mandat de Trump, même s'ils avaient été en négociation presque tout le temps. Il a probablement retenu la leçon. Deuxièmement, Xi veut ce que nous appelons dans le monde chinois le trancher comme un salami. Vous commencez avec le salami, et vous avancez à travers diverses étapes de négociation. Et à chaque étape, votre nouvel interlocuteur exige juste une tranche. Au moment de signer, il ne vous reste en réalité plus de salami. Xi et la Chine utilisent cette arnaque tout le temps, et je soupçonne fortement que Trump a retenu la leçon. Et c'est exactement pourquoi il refuse de faire quoi que ce soit, à moins que Xi Jinping ne décroche le téléphone et conclue l'accord. Maintenant, tout ce qui découle de cette opinion ne se déroulera peut-être pas exactement comme tout le monde le prévoit, car toutes les parties s'adaptent en fonction de l'évolution des négociations, mais c'est essentiellement le plan chinois, et c'est ce qu'ils ont fait la première fois. Vous vous souvenez
comment, au début de la guerre commerciale, après la journée de la libération, les responsables chinois criaient qu'ils ne négocieraient pas, à moins que les États-Unis ne reviennent sur tous les tarifs, alors qu'en réalité, ils négociaient déjà avec le département du Trésor des États-Unis, parce que nous avons vu des responsables chinois entrer dans le département et nous avons eu des journalistes qui les ont photographiés. Mais ils se sont vraiment emportés contre le journaliste et ont même tenté de le contraindre à effacer les photos. Malheureusement pour le Parti communiste chinois, les États-Unis ont la liberté de la presse. Ainsi, cet article a été publié, et nous savions que le porte-parole chinois mentait effrontément lorsqu'il disait que la Chine ne voulait pas négocier, car il négociait tout le temps qu'il disait au monde « la Chine ne négocie pas ». C'était les mêmes tactiques de retard et d'extension. La Chine accepte quelque chose, puis ils veulent l'étendre, le retarder, ne pas le suivre. Et ils espèrent que l'administration américaine cède lentement à la pression publique et leur accorde plus de concessions. C'est leur stratégie. Retarder et prolonger le processus le plus possible dans l'espoir de ne pas honorer leurs engagements. Mais cette fois, c'est différent de 2020, parce que cette fois, les États-Unis reviennent chaque fois que la Chine ne respecte pas ses accords. Trump ordonne aux fournisseurs de logiciels de puces américains d'arrêter de vendre à la Chine. Ce mouvement marque un nouvel effort significatif de l'administration pour entraver la capacité de la Chine à développer des puces d'intelligence artificielle de pointe, alors qu'elle cherche un avantage technologique sur son rival géopolitique. En avril, Washington a restreint l'exportation de NVIDIA, des puces d'intelligence artificielle spécifiques à la Chine. Je suis sûr que nous savons tous que l'intelligence artificielle est l'avenir, et c'est exactement pourquoi nous mettons la pression là où la Chine la ressent le plus. De plus, récemment, le secrétaire d'État Marco Rubio a annoncé qu'il révoquerait de nombreux visas chinois pour les étudiants, notamment ceux ayant des liens étroits avec le Parti communiste chinois. Toutes ces actions font donc partie d'une guerre tarifaire, même si cela ne semble pas évident au premier abord. La guerre tarifaire vise à équilibrer le commerce et à instaurer des pratiques commerciales justes. La Chine a utilisé des barrières non commerciales pour restreindre les entreprises américaines et voler les entrepreneurs et les citoyens américains. Et c'est exactement ce que visent toutes ces actions. Vous verriez de nombreux étudiants chinois ayant des directives du Parti communiste chinois pour venir ici, espionner la recherche de pointe et renvoyer les résultats de la recherche en Chine. C'est précisément pourquoi nous ciblons les visas des étudiants étroitement liés au Parti communiste chinois, afin de mettre un terme à cette situation. Jusqu'à présent, la Chine a réussi à s'en sortir en espionnant, volant et dérobant les entrepreneurs américains car nous les laissions faire, mais cela semble changer. YouTube vient de lâcher une annonce stupéfiante. Il paye les créateurs 64 millions de dollars par jour. Pourquoi ? Parce que YouTube manque de créateurs en ce moment. C'est pourquoi vous voyez des vidéos sur votre page d'accueil qui ont moins de 1000 vues, comme celle-ci. Évidemment, cela ne veut pas dire que tout le monde devrait se lancer sur YouTube. Mais si vous vous êtes déjà demandé si vous devriez commencer une chaîne YouTube ou une chaîne sans visage, c'est le moment parfait.